Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marian et aujourd'hui notre expert s'appelle Sylvain Bacquer. Ingénieur, il est responsable de projets et d'affaires en photovoltaïque. Ensemble, nous allons parler de la production photovoltaïque pour l'autoconsommation en France. Car oui, en photovoltaïque, nombreux sont ceux qui produisent pour leur consommation propre, parfois même sans se raccorder au réseau global. Alors, bonjour Sylvain. Bonjour Marian. Sylvain, qui es-tu et d'où est-ce que tu nous parles, là tout de suite ? Du coup là je suis en Nouvelle-Calédonie, l'autre bout du monde, c'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. C'est un territoire français pour ceux qui ne situent pas. Je suis ingénieur de formation et je travaille depuis quelques années dans le domaine du photovoltaïque, comme tu disais. Et j'ai l'impression d'ailleurs que, je te connais un peu, tu as quand même beaucoup voyagé dans ce cadre-là, même au-delà. Ouais, j'ai beaucoup voyagé tout court, mais effectivement, j'ai voyagé au début pas mal pour aller dans ce secteur du photovoltaïque. J'habitais il y a quelques années à Paris, et pour ma première expérience dans le photovoltaïque, j'ai fait le grand saut en allant en Martinique, où j'ai passé 3 ans, et c'est là où j'ai eu ma première expérience dans ce secteur, et depuis, j'ai bougé en Nouvelle-Calédonie, d'où je parle maintenant. Oui, parce que tu voulais vraiment bosser dans les énergies vertes. Tu as même fait une reconversion un peu complète il y a de ça quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que peut-être certaines d'entre nous, certains de ceux qui t'écoutent, sont intéressés par une éventuelle reconversion. Et le marché est, je crois, plutôt bon en ce moment. Oui, effectivement, partout dans le monde, le photovoltaïque est en train d'exploser. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu un outsider à la base dans le photovoltaïque. Je bossais pas du tout là-dedans. Au départ, je bossais dans la gestion de projets informatiques. J'avais vraiment très envie de travailler dans ce secteur. Alors, j'ai fait pas mal de choses par moi-même pour petit à petit monter en compétences. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des formations par moi-même sur Internet. Il y a plein de formations gratuites qui existent aujourd'hui, qui s'appellent des MOOC, M-O-O-C, disponibles en ligne, qui sont soit pas chères du tout, soit gratuites, et qui permettent en fait d'avoir... et souvent, c'est fait par des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Ça permet d'avoir une première teinte, on va dire, sur son CV. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Ça m'a appris pas mal de choses sur la transition énergétique. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai bossé un petit peu dans une association. Ça, c'est quelque chose qui se développe énormément en France. Des associations citoyennes d'énergie renouvelable. C'est vraiment des citoyens qui apportent leurs connaissances. À la base, ils peuvent avoir zéro compétence dans le photovoltaïque. Et en s'investissant dedans, on apporte les connaissances qu'on a, mais on apprend énormément de choses sur le développement de projets photovoltaïques. Et moi, j'avais fait ça à Paris. Ça m'a permis de monter en compétences et tout ça, mis bout à bout sur un CV, ça m'a permis de postuler à une boîte qui bosse vraiment dans le cœur de métier du photovoltaïque. Ok, et donc tu commences avec une première expérience en photovoltaïque. Tu me dis ça s'est bien passé. Qui était plutôt sur quel univers ? Alors, en Martinique, en tout cas dans les départements d'outre-mer, ce qui se fait pas mal, c'est pas l'autoconsommation qui est le thème de ce podcast. Ce qui se développe beaucoup, ces dernières années, en tout cas, ce qui se développait beaucoup, c'est plutôt la revente à 100% de l'électricité au réseau. En gros, ça veut dire mettre sur un toit, pour les professionnels ou les particuliers, mettre sur un toit un maximum de panneaux solaires et que 100% de l'électricité qui est produite par ces panneaux solaires est réinjectée sur le réseau d'électricité du coin, de l'île, de la Martinique en l'occurrence. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous invite à écouter les épisodes qui sont consacrés dans le podcast. Nous, ça nous amène à la question suivante qui est comment s'est déroulée ta dernière expérience autour de l'autoconsommation ? Et peut-être même, qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation ? Ouais, donc dans un second temps, je suis arrivé dans l'autoconsommation. Et effectivement, c'est vraiment très différent de la revente en totalité de l'électricité. Disons que dans la revente en totalité, entre guillemets, on blinde un toit de panneaux solaires et on revend l'électricité à EDF par exemple. Et après, c'est EDF qui gère en fait cette électricité et l'intermittence de la production d'électricité, c'est EDF qui gère.
dans l'autoconsommation, c'est un petit peu différent. L'idée de l'autoconsommation, c'est d'utiliser un maximum l'électricité qui est produite sur son toit, de l'utiliser soi-même dans sa maison ou son bâtiment pour un professionnel. Et voilà, donc il peut y avoir plein de variantes différentes dans l'autoconsommation. On peut parler de mettre des batteries ou ne pas mettre des batteries. Parce que le soleil permet de produire de l'électricité en journée, pas la nuit. Et si on veut profiter un petit peu de cette électricité la nuit, il faut mettre des batteries, par exemple. Donc avec ou sans stockage. Voilà. Quelles sont les autres? Il y a aussi d'autres variantes. Par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui se fait pas mal, c'est la possibilité de revendre l'excédent, le surplus d'électricité, de le revendre à l'EDF local. Par exemple, imagine, tu es en journée, tes panneaux solaires, ils produisent bien, ça permet de couvrir ta consommation d'électricité chez toi. Tes batteries, elles sont bien pleines, mais tes panneaux, ils continuent à produire beaucoup d'électricité. Et à ce moment-là, le surplus est automatiquement réinjecté dans le réseau d'électricité publique et chaque kilowattheure que tu vas produire en surplus, ça va te rapporter de l'argent. Ça va être revendu, ça va te rapporter de l'argent. Il y a cette option-là aussi. Voilà, c'est... Donc ça veut dire être connecté ou pas connecté au réseau déjà. Ouais, tout à fait. Ça m'amène à la question qui suit, c'est est-ce que parce que là tu nous parles de Martinique, tu nous parles de coins, d'îles paradisiaques, peut-être moins paradisiaques, mais d'îles très ensoleillées. Est-ce que ton expérience est applicable en métropole? Quelles sont les différences? Alors, de manière générale, une installation photovoltaïque en autoconsommation, ça fonctionne de la même manière, que ce soit dans les tropiques ou en métropole, mais il va y avoir de grosses différences effectivement du côté de la consommation et du côté de la production. Alors du côté de la consommation, par exemple, dans les tropiques, il va y avoir beaucoup de consommation. Par exemple, les gens vont vouloir allumer leur clim la journée. Et la journée, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc la production photovoltaïque peut pas mal compenser le fait que tu utilises beaucoup d'électricité pour la clim. Et en plus, c'est cool parce que la clim, tu vas l'allumer en été, l'été où il y a beaucoup de soleil, donc c'est génial. En France, par exemple, ça va être un peu différent parce que tu vas vouloir, par exemple, allumer ton chauffage. Imaginons que tu as un chauffage électrique. Tu vas vouloir allumer ton chauffage surtout en hiver, au moment où tu as le moins de production solaire. Et en plus de ça, tu vas vouloir allumer ton chauffage surtout la nuit, ou le soir en tout cas. Et là, il n'y a pas de soleil. Donc, la question va vraiment se poser, par exemple, il y aura beaucoup plus la question du stockage, je pense, en métropole, par rapport à ces contraintes-là. Après, tu peux aussi ne pas utiliser de chauffage électrique, ce sera plus simple. Voilà, il y a ça. Tu as évoqué la consommation, et au niveau de la production, alors ouais, elle est différente? Ouais, tout à fait. Plus tu te rapproches de l'équateur, donc ce qui est le cas en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie, plus tu te rapproches de l'équateur et moins tu auras de grosses variations de temps de soleil entre l'hiver et l'été. En métropole, en été, le soleil se lève super tôt le matin et il se couche à je ne sais pas quelle heure en Bretagne, par chez moi, il se couche vers 11h. Enfin, c'est des journées super longues. Alors que en hiver, les journées elles sont vraiment super courtes. Donc, tu as vraiment une grosse différence et forcément, ça joue sur la production d'électricité par tes panneaux photovoltaïques. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre l'hiver et l'été. Alors que dans les tropiques, cette différence, elle est beaucoup moins grande. Il y en a une quand même. En Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas négligeable du tout. Mais on reste quand même dans des ordres de grandeur assez similaires de quantité d'électricité produite. Ok. Et est-ce qu'il y a une histoire d'angle différent sur les panneaux solaires? Est-ce que ça va être la même chose? Comment ça va se passer? Ouais, effectivement. Alors, la grosse différence qu'il y aura, par exemple, typiquement entre chez moi ici et en métropole, ça va être l'orientation. Moi, ici, là, je suis dans l'hémisphère sud. Et donc, la meilleure orientation que tu peux choisir pour tes panneaux, c'est de mettre tes panneaux plein nord. Alors qu'en France, à chaque fois, là, quand tu vas avoir un appartement bien ensoleillé, etc., tu sais qu'il va falloir qu'il soit bien orienté sud. En France, tes panneaux, tu vas vouloir les orienter plutôt au sud. Donc voilà, ça va être la grosse différence.
Après, il y a aussi une histoire d'inclinaison de la toiture. L'inclinaison optimale, elle n'est pas la même en fonction de où tu te situes sur le globe, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais vraiment, la grosse différence que je peux noter, ouais, c'est l'orientation sud ou l'orientation nord en fonction de l'hémisphère. On a évoqué un peu les différences avec la métropole, on a parlé des différentes variantes sur l'autoconsommation. Et pour reprendre par rapport à tout ce qui est ces variantes d'autoconsommation, peut-être que ça a un impact différent selon qu'on est un particulier ou un professionnel. Jusqu'à maintenant, tu nous parlais du particulier qui veut chauffer la nuit ou qui veut sa clim le jour. Mais peut-être que c'est différent selon les typologies d'installateurs. Ouais, tout à fait. On a quand même une grosse différence de type de consommation. En fait, faut imaginer sur un graphe la consommation comme voilà, une courbe qui grandit, on va dire, pour un particulier. La nuit, ça va consommer une certaine quantité d'électricité. Et le matin, quand les gens vont se réveiller, hop, ils vont allumer leur plaque électrique, ils vont allumer, je sais pas, leur télé, j'en sais rien. Voilà. Et la journée, bah, en fait, ils vont partir au boulot, la plupart des gens en semaine. Donc, ça va pas consommer particulièrement d'électricité dans le foyer en journée. Et le soir, quand ils reviennent, eh bien, là, ils vont rallumer tout ce qu'ils ont besoin de rallumer, leur lave-linge, n'importe quoi. Donc, le problème, c'est que la grosse partie de la consommation va se faire au moment où il n'y a pas de soleil, où il y a peu de soleil. Et ça, c'est valable que ce soit ici, dans les tropiques ou en métropole. Alors que le professionnel, lui, ça va être plutôt l'inverse. Parce que le particulier, là, quand il est parti bosser, bah, il va aller dans son entreprise. Et son entreprise, tous les employés, ils vont faire la même chose. Ils vont arriver le matin, ils vont allumer leurs ordi, ils vont allumer la clim, j'en sais rien. Et en fait, le gros de la consommation de l'entreprise, c'est une règle générale. Hein, il y a des cas particuliers partout. Hein. Mais une grosse partie de la consommation de l'entreprise va se faire en journée. Donc, dans le cas d'un particulier, eh bien, il y a plus souvent, c'est souvent judicieux de penser à mettre du stockage, pas systématique, mais la question est plus pertinente. Alors que pour un professionnel, eh bien, plus facilement, tu peux avoir de bons résultats, on va dire, en termes d'économie d'électricité, si tu ne mets pas tu n'as pas besoin de mettre de batterie. Et voilà, tes panneaux solaires vont bien effacer une partie de ta consommation en journée. On s'intéressera donc beaucoup sur l'autoconsommation, c'est une exception dans le cadre de ce podcast, aux particuliers, même si il y a bien sûr toutes les entreprises. Et c'est pour ça que souvent, je vois que les particuliers cherchent sur Internet s'il y a des aides à l'installation photovoltaïque. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais des choses qui sont applicables à quels endroits? Est-ce que c'est applicable plutôt en Nouvelle-Calédonie, plutôt en métropole, enfin ce genre de choses? Pour les aides, c'est assez variable en fonction des zones. Alors, l'aide la plus massivement répandue que je connais, c'est le tarif de rachat de l'électricité. C'est une aide en soi. Le tarif d'achat d'électricité, c'est quelque chose qui est garanti par l'État. C'est dans les DOM et en France, c'est EDF qui met ça en place, mais à la base, c'est garanti par l'État. Ça veut dire que quand tu installes une installation photovoltaïque sur ton toit, eh bien, le surplus, ou bien la totalité de ce qui est produit comme électricité, va être racheté pendant 20 ans, par exemple, à un tarif qui est bien défini dès le début. Et ce tarif garanti, c'est une aide en soi. Ça permet d'avoir une visibilité sur le long terme que mon installation photovoltaïque, je sais quelle rentabilité elle va avoir pendant 20 ans. Et ça c'est appliqué en France et c'est appliqué dans tous les départements d'outre-mer avec des tarifs qui s'ajustent en fonction des réalités du terrain. Par exemple, il n'y a pas le même tarif d'achat pour la Martinique et pour la Guyane, par exemple, ou Mayotte. Donc ça, c'est le plus massivement répandu, on va dire. Et ensuite, en fonction des territoires, il y aura localement des aides qui vont être décidées. Par exemple, quand j'étais en Martinique, il y avait, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, après la crise Covid, il y avait des subventions qui avaient été mises en place pour financer, pour aider l'autoconsommation. Souvent, il y a aussi l'ADEME
qui met en place des différentes subventions. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, il y a l'aspect de défiscalisation de l'investissement photovoltaïque. C'est vraiment au cas par cas sur les territoires, en fait. Donc l'ADEME, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci Marion. Alors, dans le cadre de ton travail où tu accompagnais des particuliers ou des entreprises dans l'installation de ces circuits, de ces panneaux solaires, de ces installations, de ces fermes solaires, même parfois plutôt orientées en autoconsommation, tu répondais à quelle problématique précisément? De quoi ils avaient besoin, ces gens qui faisaient appel à toi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Eh bien, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Et c'est vraiment important, c'est super important pour une entreprise de photovoltaïque de bien cibler quel est le besoin de la personne qui est en face. Il y a des gens, par exemple, eux, ils n'ont pas trop le choix. J'ai eu un cas de figure comme ça. La personne, elle a une maison qui est paumée, loin du réseau électrique public. À ce moment-là, la personne, elle a deux choix. C'est soit demander un raccordement électrique de sa maison, mais elle va payer une partie de ce raccordement. Ça va être très très cher. Et sinon, l'autre choix qu'elle a, c'est de mettre une installation photovoltaïque autonome, complètement autonome. Ici, on appelle ça un site isolé. Voilà, j'ai eu un cas de figure comme ça, où on devait mettre des panneaux solaires, des batteries. Et l'idée, c'était que la personne puisse avoir sa propre électricité. En autonomie Complète. Totale et absolue. C'est ça. Sinon, il y a l'autre cas de figure, complètement l'opposé. En ville, ça arrive régulièrement. Il y a des gens qui veulent juste effacer au maximum une partie de leur consommation d'électricité, alors que voilà, ils sont raccordés au réseau public d'électricité. À ce moment-là, on va leur proposer d'installer des panneaux solaires sur leur toit et de produire juste de l'électricité en journée qui va effacer une partie de leur consommation. Et le reste du temps, c'est le réseau public qui va prendre le relais. Dans cette histoire-là, il n'y a pas besoin de mettre des batteries, sachant que les batteries, c'est quand même un coût qui est non négligeable dans un projet photovoltaïque. Et il y a plein d'entre-deux à ces deux exemples que j'ai donnés. Voilà, la personne qui veut avoir de l'électricité photovoltaïque en journée, mais qui consomme pas mal aussi le soir, et donc il va choisir de rajouter des batteries en plus pour les usages qu'il aura en soirée. Il y a des gens également qui veulent non pas être complètement autonomes par rapport au réseau public, mais dans les îles, comme il y a fréquemment des coupures d'électricité, ça arrive sur des réseaux d'électricité plus petits, ça arrive d'avoir des coupures de quelques minutes, de quelques heures, quelques jours, c'est rare quand même, mais ça peut arriver. À ce moment-là, ces gens-là, ils veulent aussi avoir une batterie en complément pour pouvoir se prémunir de ces coupures intempestives et être sûr que leur frigo, qu'ils vont pas perdre la totalité des denrées qu'il y a dans leur frigo. Et donc, je présume que de par l'emplacement où tu travaillais, tu n'as pas eu affaire à des personnes qui cherchaient à avoir une batterie de secours pour leur chez eux au cas où le gouvernement couperait l'électricité pendant cet hiver, comme ça nous a été pas promis, mais comme on nous a préparé à ça, en fait, quelque part. Non. Je présume que ça n'a pas du tout été tes contrats, ça. Non. Ce cas de figure n'arrive pas. Nous, on est plutôt dans le cas des cyclones, par exemple. Dans le cas où un cyclone arrive et fasse beaucoup de dégâts sur l'île, on peut avoir des moyens de production qui tombent. Plus souvent, c'est plutôt des lignes électriques qui sont abîmées. Je pense que le particulier est quand même content d'avoir une batterie pour prendre le relais ces quelques jours un peu difficiles. Alors très bien, tu nous as parlé de plusieurs exemples. Je vois une question qui revient souvent sur Internet. Les internautes se demandent comment en fait définir la quantité de panneaux solaires nécessaires. Alors je sais que tu vas me parler de batteries, de transformateurs ou d'autres éléments. Ce que les internautes recherchent, c'est il faut combien de panneaux solaires? Mais derrière, si tu peux nous donner un peu de détails sur tout ce qu'il faut, ça serait intéressant. Et est-ce que tu peux nous exposer de manière simple comment tu réalises les calculs pour mettre en adéquation et d'un côté la consommation et de l'autre la production? Alors,
Pour ça, Est-ce que je dois t'aider? Est-ce que tu veux des exemples? Des exemples types, par exemple? écoute, je peux t'expliquer un petit peu la démarche globale. Tu pourras me poser des exemples types si tu veux, mais euh, effectivement, il y a pas mal d'aspects différents. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des études et qu'il y a besoin d'un peu d'expérience pour pouvoir aider au mieux les clients. Il y a plusieurs paramètres en fait à prendre en compte et ça nécessite de faire vraiment une étude au préalable pour proposer une solution pertinente à un client. Déjà, il y a le toit du bâtiment concerné. Quelle surface disponible il y a sur le toit? Comment il est orienté ce toit? Est-ce qu'il est bien orienté? En France, ce serait par exemple, est-ce qu'il est bien orienté sud? Ou est-ce que le seul endroit qui est disponible, il est orienté nord? Ça ne va pas du tout donner la même chose. Ensuite, il y a bien sûr l'inclinaison du toit. Du côté de la production, c'est ça. Il y a aussi bien sûr la localisation. Si tu habites dans le nord de la France ou si tu habites près de la Méditerranée, il n'y aura pas du tout le même ensoleillement. Et ça, les données météo locales, c'est vraiment super important de les prendre en compte à chaque fois. Et ensuite, il y a vraiment la partie consommation. Et ça, c'est hyper important. Parce que en fonction de comment tu vas consommer, comment tu vas utiliser tes appareils électriques, ça va pouvoir changer beaucoup la donne. Déjà, est-ce que tu as un chauffage électrique ou pas? Ça, c'est l'équivalent de la clim dans les tropiques. Si tu en as ou si tu en as pas, ça va changer beaucoup de choses. En termes de tout ce qui fait du chaud, tout ce qui fait du froid, ça consomme beaucoup, beaucoup. Donc, clim, chauffage, frigo, congèle, four, ça consomme beaucoup, beaucoup. Et ensuite, et c'est pour ça qu'une étude est... Pardon, je t'ai coupé. Mais oui, non, je vais être coupé moi-même. Mais dans le cadre de ces études, justement, comment ça se passe si la personne décide, ah ouais, mais bon, allez, j'avais un four micro-ondes, mais en fait, j'ai envie d'avoir un vrai four et j'achète un vrai four 2 ans après avoir fait mon installation électrique. On est dans la panade dans ce cas-là. Oui, on est dans la panade dans le cas où on parle d'un site isolé, donc d'une installation photovoltaïque qui est complètement déconnectée du réseau. Ça, effectivement, il faut prévenir le client de faire attention à ne pas changer, ne pas trop changer, ne pas trop grossir son parc de machines consommatrices d'électricité à l'avenir. Parce que là, c'est vraiment dimensionné de manière fine. Dans le cas, par contre, où on est connecté au réseau d'électricité, dans le pire des cas, si tu consommes plus d'électricité, eh bien, tu vas davantage utiliser l'électricité du réseau public. Ça va le faire, ça ne va pas faire de coupure chez toi. Aujourd'hui, les systèmes photovoltaïques, ils savent très très bien passer de l'énergie photovoltaïque à l'énergie du réseau, sans souci. Mais par rapport aux équipements électriques, ce qui est vraiment important, c'est à quel moment de la journée tu utilises tes équipements électriques. Si tu décides de lancer tout ce qui est lave-linge, four, ça rien, clim, enfin tout ça, que tu décides de les lancer tous le soir quand il fait nuit, ou que tu décides de les utiliser plutôt au milieu de la journée, lancer ta machine pour laver le linge à midi, eh ben, ça va beaucoup changer ton besoin en stockage, par exemple, ou pas. Et sachant que c'est quand même très important. Donc, en fait, dans les études, le mieux, c'est quand même de faire une étude précise sur une journée type, par exemple. Voilà, comment, sur une journée type, ce client allume ces différents appareils électriques pour pouvoir dessiner une courbe de consommation et pouvoir le superposer avec une courbe de production d'électricité. Et l'idée, c'est qu'elle puisse se compenser, se superposer un maximum. Ce ne sera jamais parfait, bien sûr. Et donc, il faut prévoir un surplus pour tous les cas où la personne risque de brancher son sèche-linge en même temps que son four. Disons que dans le cas où tu as un site isolé, il vaut mieux prévoir un peu large. Parce qu'il y aura des fois où tu vas consommer un peu plus que d'habitude. Il y aura des fois où, pendant 3 jours, il y aura un temps pourri. Et avec beaucoup de nuages sur 3 jours d'affilée, tes panneaux solaires vont pas beaucoup produire, tes batteries vont pas beaucoup se recharger. Donc, si tu veux pouvoir anticiper ce genre de cas de figure,
et ben au départ, tu vas quand même un peu surdimensionner ton installation pour ne pas te retrouver dans le noir si ces cas de figure arrivent. On a ici, comme en métropole, des fois, il y a des tempêtes ou des... Voilà, ici, tu as des dépressions tropicales ou bon, des cyclones aussi, ça peut arriver. Donc, très mauvais temps pendant plusieurs jours. Et là, si tu es sur un site isolé, tu es content d'avoir prévu un peu plus de panneaux solaires que ce qu'il en faut en temps normal. Mais ça nécessite un coût supplémentaire qui n'est pas négligeable. Et de la même manière, en tant que site isolé, tu vas devoir, quand tu vois les choses venir, tu vas devoir te rationner un peu sur l'électricité, sur l'énergie. C'est mieux. Je présume que si tu vois les choses venir, t'arrives, tu dis bon, bah, je cuirai mes poissons au four une prochaine fois. Je vais faire, je sais pas, du chauffage au gaz. Tout à fait. Et je vais couper la clim. Exactement. Ça s'applique de manière générale quand on a une installation photovoltaïque. Apprendre à utiliser son électricité de manière un peu différente, adapter son usage, ça permet vraiment de mieux rentabiliser, de mieux utiliser ses panneaux solaires. Mais c'est beaucoup plus vital, on va dire, sur un site isolé, une autoconsommation autonome. Là, ça peut devenir effectivement vital au sens... vital. Si tu n'as plus d'électricité, tu seras dans le noir, tu vas pas mourir, mais on se comprend. Je comprends. Quoique dans certains cas, peut-être que c'est vital, qui sait. Alors, ici, pour notre exemple, pour ce podcast, j'avais préparé 3 petits exemples différents. Et peut-être que tu vas me dire, mais Marian, il manque des paramètres là, donc tu pourras les inventer au fur et à mesure. Mais 3 petits exemples différents pour que tu nous donnes un petit peu comment tu calculerais. Et au résultat, mais ça veut dire qu'il faut prévoir une batterie de quelle taille, voilà. Par exemple, alors j'ai mes 3 exemples. Premier exemple, c'est une petite ferme isolée de 100 mètres carrés dans le Larzac pour un couple plus enfant. Donc on est limite survivaliste. Le deuxième exemple, c'est une ombrière photovoltaïque pour des voitures électriques pour une voiture électrique en autoconsommation. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir recharger sa voiture. Quelle taille, quelle dimension, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait, j'en sais rien. Et puis, troisième exemple, une maison de ville qui voudrait réduire sa facture électrique de moitié. Est-ce que c'est possible déjà? Ou quelle dimension il faut pour les panneaux solaires, Voilà. Alors dis-moi, comment on fait pour chacun de ces 3 exemples? Tu peux les reprendre au fur et à mesure et les redécrire pour ceux qui écoutent. Alors bien sûr, l'ingénieur que je suis dirait que, il faut faire une étude appropriée avec un outil spécialisé comme PV6 par exemple. Non, mais sinon, de manière générale, j'ai expliqué les grands principes. Donc quand tu dis une ferme isolée, voilà, il y a toutes ces questions qui vont se poser de nouveau. Comment utiliser l'électricité, comment sont utilisés les appareils électriques. Quand tu parles de ferme, est-ce qu'il y a des appareils électriques spécifiques pour l'usage de la ferme. Mais sinon, voilà, si on parle d'une ferme isolée, coupe dans le Larzac avec un enfant, bon, on peut imaginer qu'ils sont pas vraiment, c'est peut-être un stéréotype, mais qu'ils n'ont pas forcément de home cinéma et voilà, qu'ils sont pas forcément les plus énergivores du monde. Donc, c'est pas évident de répondre à la question, mais en tout cas, là, on peut imaginer qu'ils sont hors réseau, que c'est un site isolé. Donc là, forcément, vont avoir besoin de batterie. Et là, la question qui se pose, qui est très dimensionnante, c'est est-ce qu'ils veulent se chauffer en électrique ou pas? Là, on peut partir du principe que bon, ils vont se chauffer à autre chose. Je sais rien, au bois, au granulé. Bon, mais de manière générale, je peux donner seulement des fourchettes pour la puissance. On peut imaginer qu'ils auraient besoin d'une puissance de panneau installée entre, on va dire, peut-être 5 et 10 kW crête, sachant que un panneau, ça fait, aujourd'hui, ça fait quoi, 0,4 kW crête, 400 watts crête à peu près. Donc voilà, je dirais à peu près la fourchette qu'il faudrait en fonction de comment ils consomment, entre 5 et 10 kW crête de panneaux, et de batterie, je ne sais pas, quelque chose comme entre 10 et 15 kWh à peu près. Et donc, des batteries entre 10 et 15 kWh, et en termes de panneaux, on se retrouve à une vingtaine de panneaux, ou est-ce que je suis complètement...
Là, on arriverait à vraiment une vingtaine de panneaux max, quoi. C'est quelle taille un panneau? Aujourd'hui, on est à peu près en standard 1,10 m sur 1,7 m. Pardon, 1,10 m sur 1,70 m, à peu près. Oui, 1m10, 1m7. Ok. Ça va faire quand même des certaines dimensions de panneaux solaires pour cette ferme. On est content d'avoir une ferme à la base. On est content d'avoir une ferme. Pour avoir Ouais. l'espace. Sinon, on peut les mettre au sol toujours, mais en toiture, c'est bien. Donc oui, voilà, il manquait des paramètres que tu as dû imaginer. Et peut-être que ça sera la même chose pour l'ombrière photovoltaïque de voiture électrique. Ouais. Si je veux installer une petite ombrière pour protéger ma voiture électrique et essayer d'obtenir l'autoconsommation, est-ce que ça va être même envisageable? Comment ça va se passer? Ouais. Alors là, je vais peut-être botter un petit peu plus en touche encore, parce que la voiture électrique, c'est encore différent. La voiture électrique, ça va beaucoup dépendre de l'usage de la voiture, combien de kilomètres tu fais par jour, et du coup, quand tu branches ta voiture, quel est le pourcentage de la batterie qu'il reste à remplir. En gros, combien tu as vidé ta batterie pendant la journée, et du coup, combien il reste à remplir. Donc ça va pas du tout être la même chose, et ça peut vraiment varier énormément. Aujourd'hui, les voitures, elles ont 300-400 km d'autonomie. Donc si tu as fait que 20 km dans ta journée, ou si tu en as fait 300, ben, le besoin de recharge n'est pas du tout le même. L'autre question à se poser, par exemple, c'est quand est-ce que tu vas brancher ta voiture dans la journée? Par exemple, voilà, si tu choisis de brancher ton véhicule électrique pour le recharger après le lever du soleil, voilà, la voiture aura tout le loisir d'utiliser l'électricité photovoltaïque pour se recharger, alors que si tu branches ta voiture en rentrant du boulot le soir, eh bien là, il fait nuit. Tu vas devoir avoir une batterie pour, on va dire, valoriser l'électricité photovoltaïque que tu as créée pendant la journée. Donc ouais, il y a tous ces usages-là, c'est vraiment difficile de donner une réponse. Et là, pareil, il y a voilà, l'aspect batterie, l'aspect connexion au réseau, l'aspect revente du surplus. Enfin, c'est... Troisième exemple. Donc si on imagine une maison de ville qui voudrait réduire sa facture électrique de moitié, quels sont les paramètres que tu prendras en compte? Et est-ce que tu as un exemple de consommation? Enfin voilà. Alors dans cet exemple-là, typiquement, pour réduire sa facture de moitié, on n'aurait pas forcément besoin d'avoir du stockage. On peut très bien imaginer que de mettre simplement des panneaux solaires en consommation directe, ça permet dans la journée d'effacer une bonne partie de l'électricité utilisée par qu'est-ce qui tourne la journée, même quand tu n'es pas là, le frigo, le congèle, tous tes appareils électriques qui tournent. Donc, de mettre quelque chose comme, je sais pas, 5, 7, je sais pas, entre 5 et 10, on va dire, kilowatts crête de panneaux. 10, ça fait beaucoup. On va dire plutôt autour de 5 kilowatts crête de panneaux. Sans batterie, je pense que c'est quelque chose qui est pertinent pour atteindre cet objectif-là de bien réduire, on va dire à peu près de moitié sa facture d'électricité en France. D'accord. Et sur ces trois exemples que je te donnais, donc tu imaginais un éclairage type en France métropolitaine, sur l'année en général, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Donc on peut imaginer que dans les tropiques, pour un même type d'usage, eh bien il y a besoin d'un peu moins de panneaux solaires, un peu moins de batteries. Ça fait sens. Dis-moi, je sais que à titre personnel, tu es très impliqué et très intéressé par tout l'aspect écologique qui est lié à ton métier, à ton univers. Pour ces trois exemples, est-ce que tu as un peu regardé, réfléchi à l'impact carbone ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te venir à l'esprit? Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on travaille dans le photovoltaïque, c'est vrai qu'au quotidien, on a plein d'aspects techniques et financiers en tête. Et c'est très bien de prendre un petit peu ce recul-là aussi pour penser à l'aspect écologie, parce que à la base, si on choisit de développer le photovoltaïque, c'est beaucoup pour réduire l'empreinte carbone de manière générale du mix électrique. Alors, ça ne va pas avoir le même impact, par exemple, si on est en Nouvelle-Calédonie ou en métropole.
Par exemple, en métropole, le mix électrique, il est quand même plutôt peu carboné. Je crois, selon l'ADEME, on est à peu près à 80 grammes de CO2 par kilowattheure. Je crois que c'est ça. En Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, et c'est le cas souvent sur les îles, il y a quand même pas mal de centrales à fioul, voire même centrales à charbon qui tournent. Et donc, les économies de CO2 auxquelles tu peux prétendre, ça va pas être la même chose si tu installes les panneaux solaires en Nouvelle-Calédonie ou en métropole. À ce moment-là, mais c'est quand même très bon pour les économies de CO2 d'installer des panneaux en France. Pour le petit calcul, l'ADEME dit que quand on installe 1 kW crête, donc 2 panneaux et quelques, 2 panneaux solaires sur un toit, à ce moment-là, on considère que les panneaux, ça émet 55... 1 kW crête, ça émet 55 kg de CO2 par an. Alors, le panneau ne va pas émettre directement du CO2, mais c'est, on va dire, si on étale ce que la construction du panneau et son recyclage va émettre comme CO2 dans sa vie, ça revient à 1 kW crête de panneau émet 55 kg de CO2 par an. Alors, pour ceux qui nous écoutent, le kilowatt crête, je le répète, c'est une valeur établie en usine pour définir la puissance maximale de production d'un panneau solaire. Voilà, ce n'est pas la production moyenne, c'est une valeur de production maximale définie en usine, selon des circonstances, situations très particulières. Désolé pour l'interruption, je te laisse reprendre. Non, mais c'est très très bien de faire des petites précisions comme ça. Du coup, voilà, on a un panneau qui, en moyenne, pour 1 kW crête, émet 55 kg de CO2 sur un an. À côté de ça, dans le mix électrique français moyen, on est à peu près à 79. Donc en gros, quand on met un panneau solaire, par an, on économise 24 kg de CO2 si on installe 1 kW crête de panneau. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné avec la ferme isolée dans le Narzac, bah voilà, entre 5 et 10 kW crête de panneaux installés, ça fait entre 120 et 240 kg de CO2 économisés par an. C'est difficile de se représenter ce que ça veut dire concrètement, mais voilà, ça veut dire que pour de vrai, on permet, en installant ces panneaux, d'alléger, on va dire, d'alléger le changement climatique. Merci Sylvain pour toutes ces informations au sujet de l'autoconsommation et de la gestion de ces panneaux solaires à domicile ou pour les particuliers ou en entreprise bien sûr. Un immense merci. Donc tu t'appelles Sylvain Bacquer et tu es, je le répète, ingénieur et responsable de projet et d'affaires en photovoltaïque. Tout à fait. Merci Marian pour cette interview. Je suis Marian Terrasse et je vous présentais le podcast de Unit, le producteur d'une électricité locale, durable et compétitive. Si vous qui nous écoutez êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Nous avons d'excellents épisodes en attente. Bonne journée!